Chapitre 18. La petite flamme de la révolte. Enfin, la régente allait boire sa coupe d'oubli. Il semblait à Fiammetta qu'elle avait attendu ce moment depuis le matin. Mais on devait partir le lendemain, et Gemma avait accumulé les projets, les déplacements, les entrevues, les ordres et les contre-ordres, et toute la valse des préparatifs paraissait ne jamais devoir finir. Or, il se trouvait que le père de Fiammetta s'était montré très insistant pour qu'elle se rendît à leur logis ce soir, et jusqu'au dernier moment la jeune fille avait cru que cela lui serait impossible d'accéder à cette demande. Gemma et Maddalena s'étaient rendu compte, peu avant le coucher du soleil, qu'elle n'avait pas prévu de livre pour la bibliothèque de la Villa Lorenziana, et quel aristocrate voudrait vivre, ou même mourir, dans un lieu sans bibliothèque. Il avait fallu affréter des charrettes, choisir des ouvrages dans 1001 recoins du palazzo, faire ouvrir spécialement les réserves de la bibliothèque marsilienne, se battre avec le conservatore qui refusait de prêter certains volumes. Fiammetta avait senti les larmes lui monter aux yeux plusieurs fois, de fatigue, d'exaspération, de découragement. Elle avait mal aux pieds, à force de trotter menu, et la tête si pleine de tâches à effectuer que ces dernières se bousculaient dans ses tempes pour battre une migraine de tous les diables. Gemma était plus désorganisée et plus impérieuse que jamais, et ce qui eût pris 5 minutes avec une personne normale devenait sous sa houlette une aventure où l'on risquait à tout instant de perdre la raison. Il avait été question de passer la soirée à recevoir le cercle des fidèles pour la dernière soirée au palazzo, mais Maddalena avait proposé, comme s'il se fût agi d'une excentricité charmante, de ne pas sortir et de rester à deux avec une coupe d'oubli. Et quand Gemma avait trouvé que c'était une excellente idée et que la pauvre Fiammetta pourrait ainsi se reposer dès que l'oubli serait préparé, la petite main avait fait secrètement le signe de la mer pour rendre grâce à la poétesse. Maintenant, même si les idées se cognaient toujours à ses tempes, même si ses pieds eux-mêmes pulsaient de douleur, elle regardait les lèvres écarlates et hypnotisantes de Gemma s'approcher de la coupe, et, pourvu qu'elle cessât de faire tourner son manège infernal, la princesse pouvait bien ne jamais s'en relever. Fiammetta, à cet instant précis, n'y voyait aucun inconvénient. Entre le moment où Gemma se saisit de la coupe et celui où l'oubli coula effectivement dans sa gorge, le temps parut se dilater. C'était un temps largement suffisant pour que Gemma renonçât à ce projet, et on conçut 1 ou 2 ou 100 autres. Fiammetta remarqua que Maddalena aussi scrutait Gemma dans une attente anxieuse, et elle la soupçonna fugitivement de partager son soulagement lorsque l'oubli se répandit, sédatif et bienfaisant, sur les traits terriblement mobiles de la princesse. C'était comme un grand silence succédant à un vacarme de plusieurs heures, une détente subtile et profonde de l'atmosphère, un élargissement soudain. La poétesse et la petite main se regardèrent, mais n'osèrent pas se sourire. Fiammetta salua respectueusement et s'échappa. Le palazzo, à cette heure, était encore trop bruyant, et ce ne fut qu'à la porta prima, quand elle se mit à descendre les escaliers, et qu'elle reçut la caresse fraîche de la nuit, qu'elle se sentit enfin délivrée. Elle sortait rarement du palazzo le soir, et avait presque oublié le calme de la ville à cette heure. Elle se rappela qu'au dehors, les gens avaient des horaires, des familles à nourrir, des préoccupations simples qui ne faisaient pas de bruit et n'impliquaient pas une foule de participants. D'ordinaire, elle jugeait cette simplicité, qui avait été celle de son enfance, avec un peu de mépris, mais ce soir, elle se demandait plutôt quelle folie la prenait de demeurer auprès des aristocrates. Sur le chemin, elle ralentit le pas. Par les fenêtres ouvertes, elle apercevait des familles en train de dîner et entendait de loin en loin des bruits de vaisselle et des rires. Ses parents habitaient sur le front de mer et elle s'arrêta un moment au bord de la grève. Le ressac était plus fort la nuit. Ce bruit sourd, si bien assorti au silence, paraissait laver son esprit des bruits du palazzo, de ses musiques cacophoniques et de ses voix humaines intarissables. La migraine reflua, doucement, tandis que l'air marin emplissait ses poumons. Seuls ses pieds, affreusement endoloris, la faisaient toujours souffrir,
et elle les trempa dans l'eau fraîche pendant quelques minutes bien heureuses avant de se diriger vers la maison paternelle. Quelle ne fut pas sa surprise de constater qu'une assemblée nombreuse l'y attendait. Sa famille au grand complet, jusqu'aux grands-oncles et aux petits cousins, était là, la mine sérieuse. Sa mère l'embrassa tendrement, lui dit qu'elle n'allait pas tarder à comprendre, qu'ils étaient tous heureux qu'elle soit là, et elle la fit asseoir sur une chaise préparée pour elle. Parmi toute cette famille rassemblée et assise, seul le père demeurait debout. Il avait dans les mains des feuillets reliés de façon sommaire, et s'éclaircit la voix avant de lire. « À vous, lecteurs, chers Marsiliens, chefs de famille et d'atelier, mères, sœurs, petites mains, commerçants et marins, je veux que vous partagiez ce que je vais vous apprendre avec toute votre communauté. Le prince Guaspare Albarreño, que nous aimons tous, est encore loin de notre rivage, mais il m'a envoyé une mise en garde pour me prier d'organiser le salut de Marsilia. Et voici ce que je fais pour répondre à sa demande. Je vous répète solennellement d'abord, dans le langage le plus simple et le plus direct, ce que le prince m'a révélé. Le Zocolo s'est réveillé. Le dragonnet n'est que le funeste présage qui nous avertit de ce qui va suivre, inéluctablement, dans les mois, les semaines, peut-être les jours qui viennent. Le feu et la mort surgiront de la montagne, l'île sera balayée par ce vent de destruction. Nul n'est à l'abri des flammes, des cendres, des vagues qui déferleront de toute leur puissance. Des scientifiques étrangers ont étudié le volcan et ils sont sûrs de leur fait. Il ne s'agit pas d'un songe ou d'une vague terreur, il s'agit d'une certitude, d'un avenir déjà écrit, déjà contenu dans le présent lui-même. Le Zocolo s'est réveillé. Cette nuit, tandis que Gemma dormait d'un sommeil d'enclume, Fiammetta, dans le lit étroit de sa chambre d'enfant, ne parvint pas à fermer l'œil. Elle avait pourtant développé une aptitude particulière pour s'endormir sur le champ, comme un soldat, dès qu'on n'avait plus besoin d'elle. Cette fois cependant, la fatigue du jour ne l'aidait pas à dormir. Au contraire, cette fatigue accumulée paraissait un argument supplémentaire pour ne pas dormir, pour ne pas fermer les yeux, pour ne pas rêver, pour regarder la réalité en face. La bataille qui se jouait dans sa pauvre tête n'était pas entièrement inédite. Il était arrivé plusieurs fois à Fiammetta de s'exaspérer contre sa maîtresse, de juger sévèrement ses caprices, ses colères et ses palinodies perpétuelles. Elle avait souvent rêvé, avec une certaine hâte, au jour où elle aurait assez d'argent de côté pour monter son propre petit atelier. Mais elle aimait Gemma, malgré tous ses défauts. Elle avait toujours été fière de sa confiance, et la princesse savait mieux que personne se faire pardonner lorsqu'elle avait dépassé les bornes. Elle était capricieuse, colérique, et faisait subir à tout le monde le train d'enfer de ses propres humeurs, certes, mais elle était aussi séduisante, drôle, généreuse, joyeuse, créative et vivante. Une part de Fiammetta lui était dévouée corps et âme, tandis que l'autre part ne pouvait plus la supporter. Cette bataille-là, Fiammetta la connaissait, parce qu'elle avait lieu tous les jours, et parfois 20 fois par jour, dans son cœur. Mais il y avait plus cette fois. Gemma ne l'entraînait plus seulement vers la fatigue, la débauche ou les embarras sans nombre, elle l'entraînait vers la mort. La mort, c'était étrange. Sa sœur, une de ses cousines et son oncle avaient eu de la peine à y croire. Mais Fiammetta, elle, y avait cru tout de suite. Elle avait su, dès les premiers mots lus par son père, que ces feuillets misérablement reliés étaient un cri de vérité. Un cri anonyme, maladroit, qu'on entendait peut-être trop tard, mais dont l'accent ne pouvait la tromper. Elle avait au cœur, depuis la mort de Ridolfo, cette angoisse diffuse. Elle faisait le signe de la mer chaque fois que les nuages découvraient le dragone. Chaque évocation du Zocolo la mettait mal à l'aise, chaque fumerole aperçue dans le ciel l'étouffait un peu. Le paroxysme avait été atteint lorsque la petite princesse Lucrezia était venue trouver sa tante. Fiammetta n'avait jamais vu d'enfant braver les adultes avec tant de noblesse. Son cœur était avec elle lorsqu'elle s'était adressée à Gemma, et Fiammetta avait espéré un bref instant que ses paroles pures parviendraient à percer le voile d'insouciance de Gemma. Mais elle avait assisté à tout le contraire. Ses paroles pures avaient été galvaudées, on avait traité l'enfant comme si elle s'était donnée en spectacle. Gemma n'avait rien voulu entendre, et comme elle donnait le là à tous les aristocrates, la petite fille était repartie bredouille, inécoutée, applaudie et inentendue. Fiammetta, maintenant,
l'entendait à retardement. Elle se rappelait ses paroles avec une étrange exactitude, comme lorsqu'on a une mélodie en tête et qu'elle vous revient dans toute la clarté et les détails de son exécution. Vous ne comprenez pas, ma tante. Il sait que le volcan va tout détruire sur son passage. J'ai vu les cartes sur le mémoire. Il n'y a aucun espoir que la Villa Lorenziana en réchappe. Elle sera rasée, rayée de la carte, soufflée par une explosion ou engloutie sous un torrent de lave ou recouverte de cendres. Dans sa petite chambre dont les lambris étaient modestement peints en blanc, derrière la fenêtre à petits carreaux, elle entendait la mer respirer. Toute cette eau la berçait et l'enveloppait. Et comme elle se livrait dans son insomnie à une rêverie aquatique, elle sut, brutalement, qu'elle avait peur du feu, qu'elle n'irait pas sur le Zoccolo et qu'elle n'appartenait plus à Gemma. À l'aube, les pas de Fiammetta la menèrent au bain des petites mains. Non seulement il s'agissait de son habituelle routine matinale, mais elle avait de surcroît besoin de laver son corps des aigreurs de son insomnie et de puiser dans l'eau chaude la force de s'opposer à la régente. Une angoisse grandissante obstruait la poitrine de la jeune fille. Gemma était toujours imprévisible et colérique, mais aujourd'hui était un jour spécial, le jour choisi pour le départ, et la défection de Fiammetta allait prendre de ce simple fait une dimension supplémentaire de traîtrise. Quand elle arriva au bain, Fiammetta fut presque soulagée de constater que son malaise personnel se reflétait dans l'agitation, les contradictions et les cris qui fusaient de toutes parts. Le peuple des petites mains, d'ordinaire assez solidaire, heureux et sans histoire, montrait ce matin tous les signes d'une fracture irréconciliable. Il y avait toujours eu une hiérarchie inavouée entre les petites mains du palazzo chargées des cuisines, de l'intendance, de la blanchisserie et du nettoyage, et les petites mains particulières des aristocrates qui constituaient une caste privilégiée de la domesticité. Les premières, garçons et filles confondus, n'avaient pas la même loyauté envers les aristocrates et se plaignaient davantage de leurs conditions de travail. Les secondes, qui entretenaient avec les aristocrates des relations complexes de dépendance mutuelle, prenaient plus volontiers leur défense et se montraient indulgentes à leurs excès. La régente avait envoyé d'abord à la Villa Lorenziana les volontaires des petites mains du palazzo, et des rumeurs, les rumeurs étaient à Marsiglia aussi rapides et incontrôlables que les vents, prétendaient qu'elles avaient été effrayées par les craquements et autres souffles brûlants émanant du Zoccolo. Les petites mains du palazzo qui étaient restées en arrière rechignaient à partir rejoindre leurs camarades. « Il faudra bien des petites mains pour aider au palazzo, de toute façon. Je n'ai aucune envie d'aller me fourrer là-bas au voisinage du volcan, dans une villa que je ne connais pas et dont le ménage va me prendre 10 fois plus de temps. » Les petites mains qui assistaient les aristocrates, pour la plupart, se récriaient. « Mais pour qui vous prenez-vous ? Nous sommes là pour aider les aristocrates, pas pour décider à leur place de ce qu'ils font, de ce qu'ils créent, ni de l'endroit où ils ont besoin de se trouver. » Imaginez un peu si, il y a 20 ans, les petites mains avaient refusé d'accompagner la cour à la Villa Ridolfine. Autre temps, autre mœurs. Il n'y avait pas le Zoccolo à l'époque, et peut-être que les petites mains auraient mieux fait de s'abstenir, vu ce qui est arrivé au roi par la suite. Vous êtes fous, vous allez perdre vos places. Croyez-vous vraiment qu'ils auront du mal à trouver des gens désireux de vous remplacer sur le champ au nettoyage et à la cuisine ? C'est vous qui êtes fous, les aristocrates sont des enfants, et vous vous laissez mener par le bout du nez par ces irresponsables. J'ai entendu dire que le Zoccolo allait entrer en éruption. Ce sont des fadaises, c'est Apollonio Vitelli qui l'a dit. Croyez-vous que des jouisseurs pareils iraient risquer leur vie ? Pour l'art, ils risqueraient tout. Les aristocrates ne vivent pas dans le monde réel, mais vous, si. Vous allez vraiment mourir pour les servir jusqu'au bout ? Qui te parle de mourir ? La régente a dit qu'il y aurait une prime pour les petites mains volontaires. Fiammetta demeurait obstinément silencieuse. On la regardait avec prudence, mais sa présence imprégnée de l'aura royale ne suffisait pas à lier les langues. La régente n'a pas toute sa tête, si tu veux mon avis, et la mort de son père n'a rien arrangé. Plusieurs regards étaient maintenant ouvertement braqués sur Fiammetta. Elle ne put résister plus longtemps à cette interrogation muette. « Je pense que c'est une folie que d'aller aujourd'hui sur les pentes du Zoccolo, » articula-t-elle. Sa phrase tomba, comme une grosse goutte d'eau sonore dans le silence qui s'était fait. « Que dis-tu, Fiammetta ? Tu ne vas pas suivre la régente ?» Fiammetta avait la tête qui lui tournait un peu, et sa langue se mouvait toute seule, comme guidée par une volonté indépendante de sa conscience. « Non, je n'irai pas.
Mon père nous a fait lecture du manifeste hier soir. Je pense que nous devrions tous refuser d'y aller. » Le silence dura encore quelques longues secondes dilatées, puis les paroles, retenues comme par un invisible barrage, se frayèrent un chemin et recommencèrent à couler, encore plus torrentielles qu'auparavant. Une petite main avait amené une copie du manifeste et demandait désespérément le silence pour pouvoir en donner lecture, mais Fiammetta sentit que son courage serait de courte durée et elle se hâta de sortir. Elle ne prit pas la peine de se sécher correctement et passa hagarde à travers ses collègues qui se pressaient autour d'elle et la harcelaient de questions. La petite main d'Apollonio Vitelli l'insulta au passage. Il y eut un pugilat qui éclata derrière elle, mais elle resta concentrée sur ce qu'elle avait à faire. Gemma et Maddalena devaient dormir à cette heure, oublieuses de tout. Laisserait-elle lâchement une lettre à sa maîtresse ? La tentation en était forte, mais ne se devait-elle pas de donner à Gemma toutes les explications possibles, d'essayer de la raisonner une dernière fois ? Elle monta aux appartements de la princesse comme une somnambule et s'arrêta effrayée devant le seuil. Qu'est-ce qui lui avait pris ? Avait-elle perdu la raison ? Pourquoi avait-elle l'intention de tout gâcher, de rendre folle sa maîtresse et de perdre son emploi ? Ne serait-il pas infiniment plus simple de ne rien faire, d'entrer dans les appartements, de les nettoyer, d'aider Gemma à se préparer au départ et de partager son destin ? Elle regretta amèrement d'avoir prononcé ces paroles bravaches devant les autres petites mains. Puis elle pensa à son père et à sa mère, qui lui avaient fait jurer par tout ce qu'elle avait de plus cher de ne pas suivre la régente à la villa. Déchirée de l'intérieur, incapable de trancher, de s'arrêter à un choix ou de porter un jugement ferme, elle ouvrit la porte comme on plonge du haut d'une falaise, en faisant confiance à ses réflexes pour survivre. « Ah, Fiammetta, te voilà enfin. Mais où étais-tu passée ?» Gemma et Maddalena étaient déjà fin prêtes, et l'appartement déjà sans dessus-dessous. Fiammetta demeura un moment interdite. « Elle a été dire au revoir à ses parents, voyons, c'est naturel, » intervint Maddalena. « Ce n'est pas grave, il y a encore beaucoup à faire. Regarde, il faut arriver à mettre tout le contenu de l'armoire vénusienne dans 7 malles. » Fiammetta ne bougea pas, et Gemma, qui virevoltait, mit du temps à remarquer que quelque chose n'allait pas. Maddalena s'était déjà arrêtée de ranger lorsque Gemma s'approcha de sa petite main. « Fiammetta, qu'est-ce qui t'arrive ? Ce n'est pas le moment de tomber malade. Tu es enceinte ?» Fiammetta rougit, hocha la tête en signe de dénégation, puis elle dit « Je suis désolée, Altezza. Je ne pourrai pas vous accompagner à la Villa Lorenziana. Mes parents me l'interdisent. »« Tes parents ? Tes parents ? Mais de quoi se mêlent-ils, ceux-là ? Sont-ils des albaregnos pour donner leur avis ? J'espère que tu les as envoyés paître, Fiammetta. Les parents sont faits pour ça, pour qu'on les envoie paître. Et si tu veux mon avis, le plus tôt est le mieux. » Fiammetta chercha des yeux Maddalena, qui, elle le savait, avait déjà compris la situation. La poétesse la regarda d'un air consterné et détourna la tête. Fiammetta se força à prononcer très nettement. « Altezza, je pense qu'il est extrêmement dangereux de résider sur les contreforts du Zoccolo, à présent qu'il donne des signes d'activité. Je pense que votre idée de déménager la cour à la Villa Lorenziana est une folie. » Gemma resta une seconde éberluée, puis elle éclata d'un rire très aigu. « Ah, très drôle, Fiammetta. Tu contrefais à la perfection les âneries qui traînent à la cour. Allez, trêve de plaisanterie. L'armoire vénusienne ne va pas se vider toute seule. » La régente affecta de recommencer à ranger, mais ses mouvements étaient devenus saccadés et désordonnés. Elle n'attendit même pas une nouvelle réplique pour changer d'humeur et vint caresser Fiammetta comme une chatte. « Fiammetta, ma Fiammetta, mais je ne pourrais pas me débrouiller sans toi. Tu sais combien je t'aime, combien tu m'es précieuse, indispensable même. Je ne peux rien faire sans toi, ni m'habiller, ni me souvenir de mes rendez-vous, ni prendre des décisions. Dis, Fiammetta, tu le sais, n'est-ce pas ?» Les larmes commencèrent à inonder les yeux de la jeune fille. « Je suis désolée, Altezza, désolée, » balbutia-t-elle. Maddalena s'était écartée de la scène et regardait résolument par la fenêtre. Le Zoccolo était dégagé de tout nuage ce matin, et le dragone se dessinait avec une netteté implacable. « Désolée ?» répéta Gemma d'une voix suraiguë. « Désolée, vraiment ? Pas autant que moi. Tu n'es qu'une vipère que j'ai choyée dans mon sein, une arriviste qui a usé de tous ses charmes pour me plaire, afin de mieux m'abandonner au moment où j'avais le plus besoin de toi. Ah, tu étais contente de parader au bras de la principessa, tu te souviens ? Et tu n'as pas craché sur tous les cadeaux que je t'ai faits. » S'avisant que Fiammetta portait au poignet le bracelet multicolore qu'elle lui avait offert récemment, Gemma, d'un coup de griffe, arracha le bijou,
dont les perles se répandirent sur le sol dans un cliquetis de désastre. « Est-ce ainsi que tu me remercies, moi qui ai pris tant d'intérêt à ton éducation? Je t'ai tout appris, Fiammetta. Je t'ai sorti de ta petite maison inculte et je t'ai montré tout ce qui faisait le prix de l'existence. »« Oui, pleurnichait Fiammetta, et je vous en remercie. Je suis vraiment désolée, Altezza. »« Arrête de répéter ça. Si tu étais désolée, si tu étais seulement reconnaissante, jamais tu ne m'abandonnerais aujourd'hui. »« Mais je ne vais pas mourir pour vous prouver ma reconnaissance, » se cria la jeune fille à travers ses larmes. « Non, évidemment. Cela serait faire preuve d'une grandeur que les gens de ton espèce et de ta classe n'ont pas. Le savoir-vivre et le savoir-mourir, ce n'est pas pour les domestiques. » La colère de Gemma était montée d'un cran, et Fiammetta songea qu'on devait à présent l'entendre depuis le couloir. Gemma s'était mise à faire les 100 pas et à pousser violemment les meubles qui avaient le malheur de se trouver sur son passage. « Et comme j'ai été stupide de penser que tu étais mon amie, ma petite sœur, et non pas une servante payée pour me plaire, comme j'ai été stupide de t'aimer comme je l'ai fait. » Gemma s'était rapprochée à quelques centimètres de Fiammetta et lui hurlait maintenant dessus, et chaque insulte vociférée était aussi douloureuse qu'un coup. « Oui, je t'ai aimé, vipère, je t'ai ouvert mon cœur et je t'ai confié mes secrets. Dieu seul sait ce que ton cœur ingrat et perfide a pu en faire. Je ne serais pas étonnée que tu les aies vendus pour te faire plus d'argent. »« Arrêtez !» finit par hurler Fiammetta à son tour. Fiammetta n'avait jamais élevé la voix, et son cri eut pour effet de figer Gemma. « Arrêtez de dire que vous m'aimiez, quand vous n'avez jamais fait que vous servir de moi. »« Moi ? Me servir de toi ? Mais il y en avait 100, il y en avait 1000 comme toi, qui ne demandaient qu'à me servir. Tu ne sais pas le nombre de petites mains plus habiles et plus expérimentées que j'ai refusées pour pouvoir te garder auprès de moi ? Tu semblais si attachée à moi. Tu me faisais sans cesse des compliments. Tu me disais toujours que j'étais trop bonne, trop généreuse, que ta vie auprès de moi était comme un rêve. »« J'avais 14 ans, » répliqua Fiammetta, avec une colère qui se contenait encore. « Et je n'en avais pas beaucoup plus, et ton affection comptait autant pour moi que celle de la sœur que je n'ai pas eue. Et maintenant, après toutes ces années, tu oses me dire que je me suis servie de toi ? Et comment appelez-vous ma vie auprès de vous ? Vous êtes-vous soucié une seule fois de ce que je pensais ou désirais ? De ma fatigue, de mes peurs, de mes scrupules ? Vous m'avez fait assister à des orgies qui me répugnaient. Vous m'avez fait laver vos immondices. Vous m'avez éreinté de courses incessantes. Vous avez fait reposer sur moi tout le poids de votre incompétence, de votre manque d'organisation. Vous m'avez obligé à prendre de l'oubli. Vous m'avez infligé le spectacle de votre ivresse, de votre nudité, de vos ébats, de vos colères, sans jamais vous poser la question de ce que ce spectacle me faisait à moi. Oui, je vous ai admiré, je vous ai aimé, vous m'avez transformé. Vous m'avez asservi, vous m'avez façonné comme une cire molle, vous avez fait de moi votre double, votre poupée condamnée à obéir quand vous commandiez, à veiller quand vous vous écrouliez et à travailler quand vous vous prélassiez. J'ai tout accepté, je ne me suis jamais plainte, mais aujourd'hui vous vous mettez en colère parce que je refuse de mourir ? Allez au diable, Gemma, allez au diable avec tous les aristocrates assez fous pour vous suivre dans la gueule du volcan. Vous ne reviendrez pas de la Villa Laurenziana, vous m'entendez ? C'est la mort qui vous attend là-bas. » Gemma, au fur et à mesure de la harangue de Fiammetta, s'était écartée, puis affaissée. Elle était à présent assise par terre, adossée à un secrétaire, hébétée. Elle ne parut pas entendre la fin de la tirade et pleurait maintenant à chaudes larmes, comme une fillette délaissée, abandonnée, incapable de prononcer un mot. C'était le signal qu'attendait Maddalena. Elle fit alors signe à Fiammetta de se retirer et s'assit par terre auprès de Gemma pour la bercer doucement contre elle. Fiammetta, qui sentait ses joues brûler et sa gorge douloureuse d'avoir vomi des vérités qui lui avaient écorché la bouche avant d'atteindre leur cible, demeura un instant fascinée par le spectacle de Gemma. La jeune femme, saisie de tremblements convulsifs comme si elle avait froid, claquait des dents, recroquevillée contre son amie, elle sanglotait, et ses larmes, comme le sang transparent d'une créature surnaturelle, sourdaient rythmiquement de ses yeux, comme d'une artère tranchée.